Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Aurélien, Salut. ravi de t'accueillir à nouveau après une occasion qu'on avait eue de réaliser des petites vidéos dans mon salon, hein, c'était un peu plus à l'arrache. Ouais, sur l'aérien. Voilà, on avait réussi à débunker quelques arguments un peu fallacieux des défenseurs de l'aérien. Mais je suis super content de te recevoir à nouveau pour une interview où on va avoir beaucoup plus le temps de creuser les sujets et d'aller un peu plus au fond des sujets. Mais bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Aurélien Bigot, je suis chercheur sur la transition énergétique des transports. J'ai fait ma thèse sur ce sujet-là que j'ai rendu en 2020 pour voir comment, notamment en France, on peut atteindre nos objectifs climatiques dans le secteur des transports, de voyageurs, de marchandises. Et puis, j'essaie aussi d'avoir des activités, donc continuer mes recherches depuis, et puis aussi avoir des activités de vulgarisation aussi sur les transitions, différents types de transitions de nos mobilités, à la fois d'un point de vue climatique, mais aussi les autres enjeux qu'on peut avoir. Et puis avant d'être chercheur indépendant, du coup, avec ces activités-là, j'ai aussi fait un passage d'un peu plus d'un an par l'ADEME pour participer à la construction des scénarios de prospective Transition 2050. Donc c'est aussi un de mes sujets d'essayer de voir en prospective aussi pour voir par rapport aux objectifs climatiques quels sont les leviers pour réussir à atteindre ces objectifs. Super. C'est une question que j'aime bien poser généralement parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés à l'idée de faire le même métier que toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu es arrivé à faire ce métier-là ? Oui, alors moi, par des chemins peut-être un peu détournés, je pense, parce que j'ai commencé par des études de géologie. C'était déjà les thématiques énergétiques, environnementales qui me passionnaient et sur lesquelles je voulais travailler. Et j'ai continué après la géologie, en fait, sur des thèmes d'économie de l'environnement en termes d'études. Parce que sur la géologie, moi, je ne trouvais pas exactement ce que je souhaitais pour contribuer quelque part à la limitation du changement climatique. Je n'avais pas forcément les thèmes qui me fallait. Et c'est suite à ces études-là que j'ai pu avoir un stage de fin d'études, puis trouver une thèse sur la transition énergétique des transports. Et voilà, comme c'était un thème qui me passionnait suffisamment, ça m'intéressait de me plonger, certes, dans plusieurs années dans ce thème-là, avant de pouvoir essayer d'en vulgariser un peu plus le propos et les conclusions, quoi. Bon, comme quoi, c'est possible de faire des études pas forcément en lien avec l'environnement. C'est ça, et puis finalement d'y arriver. Ouais. Alors, en tant que chercheur sur la mobilité et sensibilisé aux questions environnementales, j'imagine que le ferroviaire tient une place assez importante dans ton quotidien. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus sur ton rapport au train ? En tout cas, chez Orail, nous, on est complètement accro. Je pense que tu t'en doutes. Ouais. Mais est-ce que pour toi aussi, on peut parler d'addiction ? Addiction, je pense pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements sur lesquels je saurais pas trop comment faire sans le train, parce que dès que je suis sur des déplacements un petit peu de longue distance, c'est ça que j'utilise. Moi, je l'ai pas mal utilisé à partir du lycée pour aller au lycée, justement, depuis mon petit village. Et puis depuis, je me déplace essentiellement à pied, à vélo et en train. Donc ça veut dire que dès qu'on est au-delà des distances faisables à vélo, j'ai beau aimer le vélo et aimer faire des balades ou des déplacements de plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, il y a des fois où, notamment pour les déplacements professionnels actuellement, quand je suis invité pour des conférences ou des interventions, eh bien là le train est très utile et j'aime bien l'utiliser en intermodalité, comme on dit, avec le vélo, notamment avec un vélo pliant qui est assez pratique à emmener dans le train. Alors en parlant d'addiction, justement, petite précision pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux d'ailleurs. On a sorti notre premier bouquin qui s'appelle Voyager en train avec Orail, qui est édité chez Hachette. Il regroupe 45 itinéraires sans avion et sans voiture pour vous évader simplement le temps d'un week-end ou pour de plus longs séjours à travers le monde. Vous y trouverez également tout un tas de conseils pratiques comme nos astuces pour payer vos billets au meilleur prix. C'est vraiment, à mon sens, en toute objectivité bien sûr, le cadeau idéal à mettre sous le sapin pour pousser vos proches à voyager différemment. Donc rendez-vous chez votre libraire ou sur les liens en description si vous voulez nous aider à remettre le voyage sur les bons rails. Je ferme la parenthèse. Et donc, je vais te poser une question assez générale pour démarrer. Est-ce que tu pourrais nous dresser un tableau assez général des mobilités en France ? Quelle est la part des émissions du secteur sur les émissions
on va dire, française. Et quelle est la répartition des différents modes de transport au sein justement de ces émissions liées à la mobilité? Alors ce que j'aime bien pour déjà comprendre un peu l'état actuel, c'est de faire un très bref retour historique sur l'évolution de nos mobilités depuis, disons, 1 ou 2 siècles. En gros, on a eu un passage depuis une mobilité qui était vraiment très largement dominée par la marche, donc un mode de transport lent, par une mobilité qui est aujourd'hui dominée assez largement par la voiture, aux 2/3 de nos déplacements quasiment, qu'on raisonne aussi bien en temps de transport, en nombre de trajets, en kilomètres parcourus. Pour les Français, c'est la voiture qui domine largement, voilà, quasiment 2/3 des mobilités sur ces 3 caractéristiques. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est que déjà par le passé, on faisait de l'ordre de 3 à 4 déplacements en moyenne par jour et par personne. On se déplaçait à peu près 1 heure par jour et par personne aussi, mais à la vitesse de la marche. Donc avec 1 heure, en ordre de grandeur, disons qu'on faisait 4-5 km par jour. Aujourd'hui, si on combine mobilité de courte distance et de longue distance, on est passé à une 50aine de kilomètres par jour et par personne. Donc en fait, en ordre de grandeur, on a multiplié par 10 à 12 les kilomètres parcourus qu'on a fait, parce qu'on a multiplié en fait la vitesse moyenne de nos mobilités par 10 à 12. C'est-à-dire qu'on fait toujours cette heure de transport, mais à une vitesse moyenne d'environ 50 km/h. C'est pour ça qu'on arrive à cette 50aine de kilomètres parcourus en moyenne par jour. Et donc ça, c'est dominé par la voiture. Le deuxième mode de transport en kilomètres parcourus, ça va être le transport aérien, derrière la voiture, aussi bien pour les distances que pour les émissions de gaz à effet de serre. Et si on raisonne sur d'autres critères, notamment sur le nombre de trajets, le deuxième mode derrière la voiture, c'est plutôt la marche. C'est quasiment 1/4 de nos déplacements, la marche, et puis c'est aussi souvent utilisé en intermodalité pour prendre les transports en commun, par exemple. Et puis les transports en commun, ça va être derrière, disons, la part du train, des bus et des cars, etc. Ça va être à peu près autour des 10-15% selon les critères qu'on regarde, voilà, en nombre de trajets, en temps de transport ou en distance parcourue. Le vélo, qui est aujourd'hui autour des 3-4% en nombre de trajets, moins en distance parcourue parce que c'est des trajets assez courts. Donc voilà un peu en pratique de mobilité. Si on regarde sur les principaux enjeux en termes d'émissions, les transports de manière générale, voyageurs plus marchandises, c'est 30% et même un peu plus que ça. Maintenant, c'est de l'ordre d'1/3 de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc ça compte tous les gaz à effet de serre, on est d'accord? Ça compte tous les gaz à effet de serre. Les biais qu'on peut avoir, c'est que bien souvent, l'aérien international et le maritime international ne sont pas inclus dans ces chiffres-là. Donc on serait même un petit peu plus d'1/3 si on intègre aussi ces transports internationaux qui, en plus, pour l'aérien, a tendance à être toujours en croissance. En tout cas, il y a eu ce creux du Covid, mais la croissance a bien repris depuis. Donc on a en gros 1/3 ou disons un bon 30%, dont 10% sur les marchandises et 20%, un bon 20% du coup, sur le transport de voyageurs. Donc c'est quand même une grosse partie des émissions. À l'intérieur de cette mobilité des voyageurs, c'est surtout la voiture qui domine et secondairement le transport aérien. Après, pour le transport aérien, on est, disons, dans les 15 à 30% selon à quel point on inclut les effets hors CO2 du transport aérien, si on veut regarder la part de l'aérien dans l'impact climatique, disons, de nos mobilités en France. Ça, on pourra effectivement y revenir un peu plus tard parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. En effet, c'est un peu technique sur les effets hors CO2. Mais donc, en gros, moi, ce que je retiens de tout ça et ce que je trouve super intéressant, c'est que globalement, les mobilités, on se déplace à peu près sur la même durée qu'il y a 100 ans, si je résume. C'est juste qu'on va plus loin. Ouais, plus vite et donc plus loin avec cette durée de déplacement. Ouais. Et d'ailleurs, effectivement, un petit exemple personnel que j'ai là-dessus, c'est ma grand-mère me racontait que eux, pour les vacances, donc ils habitaient à Lorient, en Bretagne, et eux, pour les vacances, ils allaient, alors je sais plus si c'était une charrette ou un truc comme ça, mais c'était tracté par des chevaux. Ils allaient à, aujourd'hui, ce qui est à 20 minutes en voiture, mais ils y allaient en charrette, donc forcément, ça prenait 4 heures. Et effectivement, ça, c'est un bon exemple, c'est de voir que aujourd'hui, les vacances, nous, on les envisage, on va forcément à l'étranger, on va loin, à plusieurs heures d'avion, alors qu'avant, c'était, t'allais juste dans une ville qui est aujourd'hui à 20 minutes en voiture, quoi. Ouais, c'est très intéressant que tu dises, en effet, 4 heures pour la charrette, parce que quand on regarde les différents modes de transport qui sont utilisés au quotidien, en gros, j'évoquais 1 heure de transport par jour, 3 à 4 déplacements, ça fait à peu près 15 à 20 minutes par trajet.
Donc ça, c'est sur les déplacements du quotidien. En fait, les différents modes qui sont utilisés au quotidien vont être utilisés sur ces durées-là de l'ordre de 15 à 20 minutes. Donc aussi bien pour la marche, le vélo, la voiture, les transports en commun, on peut retrouver à peu près ces ordres de grandeur. La spécificité pour les transports en commun, c'est que c'est uniquement le temps de transport commercial, disons, à l'intérieur du train, à l'intérieur du bus, du car, etc. Si on rajoute aussi tous les temps avant, après, c'est un peu plus. Mais du coup, 15 à 20 minutes de déplacement, si c'est à pied, ça fait un peu plus d'1 kilomètre. Si c'est avec un mode de transport rapide, c'est facilement 10, 15, 20 kilomètres, notamment avec la voiture. Et en fait, si je parle de ça sur le quotidien, c'est qu'on a le même type de constante, un peu d'ordre de grandeur d'utilisation des modes de transport de longue distance, autour cette fois-ci de 3 à 4 heures. Donc ça, on le retrouve en ordre de grandeur aussi bien pour l'avion. En moyenne, ça va être utilisé sur des durées de 3 à 4 heures. Sur le TGV, c'est à peu près ça aussi. Les intercités en France, c'est à peu près ça aussi. La voiture, sur les déplacements de longue distance, donc on considère au-delà de 80 km du domicile dans les enquêtes de mobilité. On a à chaque fois à peu près cet ordre de grandeur de durée de déplacement pour les mobilités à longue distance. Mais bien évidemment, avec 3 à 4 heures de trajet, si c'est en charrette, en effet, on ne va pas bien loin. Si jamais c'est en voiture, on change de région. Et puis, si jamais c'est en avion, mais on change de continent. Et c'est en ça où, en fait, un élément que j'ai tendance à évoquer aussi en termes d'émissions des différents modes de transport, c'est que non seulement on peut regarder, par exemple, la comparaison entre le train, la voiture, l'avion, en termes d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru, mais on peut aussi regarder par heure de transport, vu que c'est ça qui va beaucoup dimensionner finalement aussi quelles sont les destinations selon le mode de transport qu'on utilise. Et en fait, ce qui fait que l'avion a tendance à faire des trajets bien plus polluants, c'est parce que en fait, en termes d'émissions, c'est dans les modes les plus polluants, à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que la voiture, mais surtout, il permet dans la même durée, 3-4 heures en moyenne, d'aller beaucoup plus loin, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est un mode de transport aussi qui contribue à des émissions fortes par type de voyage, quoi. Ouais, y a un concept que j'aime bien citer, c'est le concept de sobriété kilométrique. Effectivement, le fait de prendre l'avion, ça ne te pousse pas à la sobriété kilométrique. Ça te pousse à une forme d'outrance kilométrique, si j'ose dire. Et c'est vrai que quand tu prends la décision d'arrêter l'avion, comme j'ai pu le faire, forcément, tu vas être beaucoup plus sobre dans tes déplacements parce que tu ne vas pas te faire un week-end, un city trip dans une ville à 800 km, etc. Donc, c'est intéressant comme point. Alors justement, on parle d'avion, donc c'est parfait, on va continuer là-dessus. Les professionnels du secteur tablent sur la neutralité carbone d'ici 2050. Je crois qu'il y a eu un consortium justement de constructeurs et de compagnies aériennes qui sont accordés là-dessus. Sans langue de bois, mais je sais que tu le feras pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, est-ce que c'est vraiment crédible? Je dirais, si je reprends un peu ces dernières années, de voir comment le secteur a évolué par rapport à la question climatique, je pense qu'il y a quelques années, juste le fait que ce n'était pas un problème, la croissance était là, il n'y avait pas de soucis à se faire pour eux sur le sujet climatique. Puis le sujet est arrivé de plus en plus et l'avion de plus en plus pointé du doigt. Et ils sont passés à un discours de dire oui, c'est important le changement climatique, mais en attendant, l'aérien, c'est que... 2% des émissions au niveau mondial. Bon, après, il y a une bataille de chiffres parce qu'en effet, on pourra parler de ces effets hors CO2. On n'est pas forcément sur les mêmes chiffres de proportion de l'impact global. Mais de dire, de toute façon, c'est pas un gros sujet. Après, il y avait aussi l'autre argument qui vient ensuite de dire, de toute façon, on va réussir à se décarboner, on est engagé là-dedans. Donc ça, c'est un peu presque une démarche suivante de dire, OK, certes, on fait pas beaucoup d'émissions, mais en plus de ça, de toute façon, on va réussir à faire notre transition. Et je pense que là, on entre progressivement, en tout cas de ce que je peux en voir en France, sur la réflexion sur les politiques énergétiques, climatiques, etc. On rentre dans une phase où ils commencent à se rendre compte que, en fait, le fait d'annoncer oui, on va réussir à se décarboner uniquement parce qu'on a des technologies à disposition, eh bien ça commence à être de plus en plus questionné parce que, en l'occurrence, c'est loin d'être aussi facile que ce que peut dire le discours de prime abord en disant on continue le trafic, il n'y a pas besoin de réguler, il n'y a pas besoin de revoir les hypothèses de trafic, d'abandonner les projets d'agrandissement d'aéroports, de davantage taxer, etc. Toutes ces politiques qui seraient logiques pour réussir à faire de la sobriété sur le transport aérien, en disant voilà, on a plein de technologies à disposition, à la fois on va continuer
à faire de l'efficacité énergétique sur les moteurs, comme ça a été déjà beaucoup fait par le passé. Après, on peut bien sûr le mettre en perspective. C'est aussi ça qui permet de réduire le coût de l'aérien et donc d'augmenter son trafic, quoi. C'est une sorte d'effet rebond bien connu. Pour les trajets les plus courts, on a l'électrique, on a l'hydrogène sur les moyens courriers, on a les biocarburants et on a les carburants de synthèse, ça qui aussi ont pris de plus en plus de place. Donc en gros, si on essaie de raisonner sur là où il y a les plus gros volumes de distance parcourue, les plus gros volumes d'émissions, on va être quand même sur les déplacements à minima moyen et long courrier. Et c'est là où c'est difficile d'avoir de l'électrique et même de l'hydrogène, qui est un pari qui est quand même assez incertain, qui en plus n'est pas pour tout de suite. Et de plus en plus, ce qui a été mis en avant, c'est les carburants d'aviation durable, ou l'acronyme SAF, qui est plus connu en effet en anglais pour les Sustainable Aviation Fuels, qui là vont regrouper à la fois les biocarburants et les carburants de synthèse, si on simplifie un peu les choses. Et si je simplifie, en gros, les limitations qu'il peut y avoir en termes de ressources sur les biocarburants, c'est que ça nécessite de la biomasse, et on n'a pas de biomasse à un niveau infini, surtout si on veut éviter que ce soit de la biomasse issue de cultures en concurrence avec les usages alimentaires, ce qui est beaucoup le cas pour les biocarburants actuellement utilisés dans le transport routier. Est-ce que tu peux expliciter peut-être biomasse? Parce que je ne sais pas si c'est très clair pour biomasse, en gros, c'est tous les matériaux qui viennent des plantes, que ce soit aussi bien du bois, c'est de la biomasse, que ce soit des huiles végétales. Par exemple, ce qu'il y a actuellement dans le biodiesel, c'est des huiles de colza pour beaucoup. Il y avait pendant pas mal de temps le soja, l'huile de palme, etc., qui sont encore utilisées. Alors pas forcément autant en France, il y a eu un peu des politiques pour essayer de réduire ça. Ça peut être pour d'autres types de biocarburants, par exemple pour le bioéthanol qui est mélangé à l'essence, ça va être plutôt à partir de cultures de maïs, de blé, etc. Donc c'est d'autres types de matières premières. On peut faire éventuellement avec des biodéchets, on peut faire avec des cultures intermédiaires, etc. Et là, l'idée justement de ces SAF, c'est de se dire on va éviter quand même de prendre des biocarburants de première génération qui ne sont pas très vertueux. On va en prendre d'autres qui sont plutôt à partir de déchets de bois, à partir de cultures intermédiaires qui donc ne sont pas des cultures dédiées qui rentrent directement en concurrence avec les usages alimentaires, parce qu'on va les mettre pendant l'hiver, à un moment où les sols ne sont pas utilisés. On va prendre à partir de biodéchets, on va prendre à partir d'huiles végétales usagées, par exemple. Mais le problème, c'est que encore plus si on limite à certains types de ressources qui ne sont pas trop en concurrence avec les usages alimentaires, qui sont un peu plus durables, le gisement potentiel de ressources devient forcément plus limité. Donc on ne peut pas envisager de passer à 100% de biocarburants d'ici 2050 avec une croissance du trafic, etc. On est vraiment très loin de ces ordres de grandeur. Et surtout, là où c'est assez compliqué cette question-là, c'est qu'on pourrait se dire on aimerait avoir un chiffre clé pour dire en gros, qu'est-ce qu'on peut réserver à l'aérien. Sauf que là où c'est très difficile, c'est que c'est vraiment une question d'allocation entre différents types d'usages de cette biomasse ou différents types d'impact, d'enjeux qu'il y a autour de cette question de la biomasse, parce que à la fois il y a d'autres secteurs qui aimeraient aussi avoir cette biomasse, il y a d'autres modes de transport, le maritime, le routier, etc., se disent pour remplacer le pétrole qu'on a encore 90% aujourd'hui encore, l'énergie dans les transports, c'est du pétrole. Donc, on peut avoir besoin de biocarburants pour le remplacer avant de passer à d'autres motorisations pour certains modes. Il y a aussi des enjeux autour de la biomasse, autour du fait de capter davantage de CO2. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut qu'on ait davantage de captage de CO2. Donc, il y a aussi ça. Par exemple, le bois, c'est aussi utile pour du bois matériau. Il y a aussi le fait que c'est en concurrence avec la biodiversité, selon de quelle manière on exploite cette biomasse. Donc il y a tous ces enjeux-là aussi, les enjeux d'adaptation au changement climatique, qui font que certaines cultures, etc., sont de plus en plus à risque, que les rendements sont à risque avec ce changement climatique. Donc il y a énormément d'enjeux qui font que pour les biocarburants, c'est quand même assez compliqué. Donc il peut y en avoir réservé pour le transport aérien, mais c'est loin de faire suffisamment d'énergie pour continuer cette croissance du secteur et réussir à sortir du pétrole en même temps. Et de l'autre côté, donc, l'autre partie de ces SAF, de ces carburants d'aviation durable, c'est plutôt les carburants de synthèse. Et là, leur processus de production, il y en a plusieurs encore une fois, mais bien souvent, ça demande à la fois de l'hydrogène et du CO2. Et pour produire de l'hydrogène bas carbone, le principal procédé, c'est de prendre de l'électricité. Ça demande beaucoup d'électricité de produire déjà de l'hydrogène. Et pareil pour le CO2, il faut avoir des sources assez durables. Donc soit on peut le faire venir de la biomasse, mais comme je disais, la biomasse, elle est limitée. Soit il faut capter du CO2 dans l'atmosphère,
Comme ça permet d'avoir une sorte de neutralité, entre guillemets, bien sûr. C'est-à-dire, on a capté du CO2 dans l'atmosphère. Au moment où on rebrûle ces carburants, ces SAF, le CO2 repart dans l'atmosphère. On peut se dire, entre guillemets, c'est plus à l'équilibre que si jamais ce CO2 vient, par exemple, d'énergie fossile, etc. Où là, bon, c'est ça le problème avec le pétrole, ou si jamais on prenait ce CO2 d'autres sources d'origine fossile. En tout cas, l'élément assez clé sur cette question des SAF en termes de ressources, c'est qu'il faut beaucoup d'électricité. Juste pour prendre un ordre de grandeur de comparaison, pour expliquer pourquoi ces carburants de synthèse ils sont pas privilégiés pour les voitures, par exemple, ou pour le transport routier, c'est qu'en gros, pour faire rouler une voiture sur 1 km, il faut de l'ordre de 4 à 5 fois plus d'électricité pour la faire rouler avec des carburants de synthèse que directement pour une voiture électrique avec à une batterie. ouais. Donc en gros, si ces carburants de synthèse, ils sont malgré tout une des options privilégiées en gros du secteur aérien actuellement, c'est pas parce que c'est une solution particulièrement vertueuse, efficace, etc. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives à disposition pour décarboner la longue distance. Mais du coup, ça va demander des quantités d'énergie extrêmement fortes, juste pour donner un ordre de grandeur. Alors si je reprends la déclaration du PDG de la Lufthansa, il disait, si jamais on veut décarboner en 2050 notre flotte d'avions à partir de carburants de synthèse, il faut l'équivalent de la moitié de l'électricité allemande actuelle. Et en gros, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur en France. Si on ne fait pas de sobriété d'ici 2050 et qu'on veut tout décarboner à partir des carburants de synthèse, après, bien sûr, il peut y avoir une proportion de biocarburants, comme j'évoquais, mais on est sur cet ordre de grandeur de la moitié de la production électrique actuelle, ce qui est énorme parce qu'on a déjà des enjeux en termes d'électricité importants. Il n'y a pas que l'avion, il n'y a pas que, ni même que les voitures, etc. Il y a plusieurs secteurs qui vont être amenés à davantage s'électrifier dans cette transition. Donc réserver des parts aussi massives, aussi importantes de production d'électricité pour le transport aérien, c'est très questionnant. De plus en plus, il y a une prise de conscience que ça ne va pas passer. C'est qu'à un moment donné, même sur le papier, même sur les scénarios de prospective, il y a un moment où juste ça ne passe pas raisonnablement de mettre des hypothèses de croissance de production électrique aussi importante ou de consommation électrique pour produire des SAF notamment, aussi importante pour le secteur aérien ou de consommation de biomasse, d'où le fait que désormais, au niveau du secrétariat général à la planification écologique, ils ont tendance de plus en plus dans leurs documents à indiquer « attention, en fait, va falloir l'arrêter, la croissance du trafic ». Ah, donc ils en prennent conscience. Il y a certains documents, dans les derniers, dans certaines, il y a eu des documents qui ont été publiés par contexte parce que ce n'était pas encore une version public de documents de travail sur la future stratégie nationale bas carbone qui est en cours de révision depuis pas mal de temps. Ça a pris beaucoup de retard parce que c'était plus la priorité ou pas la priorité tout court de notre gouvernement sur les derniers mois. Et puis en plus, le contexte politique actuel fait qu'on ne sait pas trop quand ça va être publié. Mais il y a des documents intermédiaires qui montraient que les hypothèses du transport aérien avaient été revues à la baisse parce que en gros, les scénarios, ils bouclaient pas, comme on dit. C'est-à-dire qu'on avait trop de demandes de biomasse par rapport à la production qu'on pouvait raisonnablement envisager. Pareil sur l'électricité, trop de demandes par rapport à ce qu'on pouvait raisonnablement envisager. Et la neutralité carbone n'était pas atteinte en 2050, alors que c'est notre objectif, y compris donc sur le papier. Pour l'instant, c'est la partie la plus facile, quelque part. La mise en œuvre, en plus, a ensuite les avantages, et plus difficile ensuite. Et sur la neutralité carbone, du coup, il y avait encore trop d'émissions par rapport au captage de CO2 qu'on pouvait envisager. Et du coup, ils ont revu à la baisse les hypothèses de croissance du secteur aérien par rapport aux hypothèses précédentes. Et là, c'était à partir de 2030, il n'y a plus de croissance sur l'aérien international, il n'y a plus de croissance sur le lien avec l'outre-mer, et même il y a une baisse significative, de mémoire c'était autour des 60% de baisse sur les trajets intérieurs à la métropole. Alors que très clairement, jusqu'à maintenant, ce n'est pas du tout les discours et ce n'est pas les politiques qui sont mises en place. Donc il y a une sorte de décalage, y compris au sein des services du Premier ministre. C'est ça le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique, c'est rattaché au Premier ou à la Première ministre, qui sont en train de dire et de se rendre compte que ça passe pas. Et en même temps, pour l'instant, dans les discours, les politiques publiques, il n'y a pas encore les moyens qui sont mis en œuvre pour se dire il va falloir la planifier, cette sobriété, quelque part. Alors, il y a eu beaucoup d'infos, donc je vais essayer de résumer. En gros, le secteur aérien est passé de climato-sceptique à climato-rassuriste à technosolutionniste, un peu. Ouais. Sauf que là, ils se rendent compte que même le technosolutionnisme, ça ne fonctionne pas. Enfin, ils sont bons. embêtés au moins en interne, disons. Voilà. Enfin, en tout cas, il y en a quelques-uns qui pas disent... forcément tant que ça publiquement, ça peut arriver de temps en temps, mais...
Il y a eu quand même quelques prises de parole, moi, qui m'ont pas mal marqué. Alors, je sais plus Augustin si c'était de Romanet de ADP qui avait... Voilà, ADP. Il y avait aussi le PDG de, je sais plus, Qatar Airways ou Emirates, enfin voilà, plutôt Moyen-Orient, qui avait dit non mais là on n'y arrivera pas, c'est du bullshit. Quand même, je trouve qu'il y a quelques voix dissonantes qui viennent du secteur qui sont assez intéressantes et qui montrent que croire aujourd'hui à l'avion vert, c'est absolument vivre dans un arc-en-ciel. Donc ça c'est on est bon là-dessus. Et donc par rapport justement à ce technosolutionnisme, imaginons on trouve une solution. De toute façon, le renouvellement de la flotte, il ne se fera pas avant 2050. Il y a le temps de renouvellement de la flotte, en effet, mais après, justement, comme le secteur s'est beaucoup tourné vers ces carburants d'aviation durable, leur principal avantage, et c'est aussi pour ça qu'ils se sont tournés là-dessus, c'est qu'il n'y a pas besoin de renouveler la flotte pour intégrer des carburants d'aviation durable. Donc là, on est moins sur ce type de temporalité, disons, sur la flotte, mais plus sur le développement progressif de ces carburants d'aviation durable qui, pour l'instant, sont à des niveaux extrêmement faibles. De mémoire, on est après sur un objectif d'incorporation minimum de 6% au niveau de l'Union européenne en 2030, et puis ça augmente progressivement à plusieurs dizaines de pourcents, ça doit être dans les 70% si je me souviens bien, en 2050. Mais ce qui fait que si jamais on se rend compte qu'il y a en plus des questionnements sur un certain nombre de projets de production de carburants d'aviation durable qui, pour certains, a priori, soit seraient annulés ou bien seraient reportés, etc. Ce qui fait qu'il y a un vrai risque avec les ordres de grandeur que j'évoquais, qu'il n'y ait pas assez de carburants d'aviation durable produits par rapport à la demande qu'il y aura. Mais à partir du moment où, pour l'instant, la politique au niveau de l'Union européenne, c'est qu'il y ait un mandat d'incorporation de ces carburants d'aviation durable dans les carburants, si jamais le mandat, je dis n'importe quoi, à partir de telle année, c'est 35%, j'ai plus tous les chiffres en tête sur la progressivité, et que en fait, il n'y a pas assez de ressources pour alimenter ces 35% pour l'ensemble de la flotte ou le trafic qui est visible, eh bien, ça va faire fortement monter les prix de cette ressource. Et puis, quelque part, s'il n'y a pas assez, eh bien, ça va agir indirectement ou ça va contraindre aussi à la sobriété sur les trafics. Donc, c'est contraignant, ces mandats c'est des mandats qui sont contraignants, c'est de la réglementation européenne. Ils ne peuvent pas se dire... on n'a pas assez de SAF, donc on repasse sur du kérosène. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire ça, à moins que la politique européenne change de nouveau, si jamais vraiment il y a des contraintes qui sont trop importantes. Après, il faudrait qu'ils reviennent sur leur ambition climatique du coup par rapport à ça. Donc, à quel point ce sera perçu comme acceptable, c'est loin d'être garanti. Sinon, ce sera de planifier justement davantage cette sobriété par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. En fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, là-dessus, c'est qu'en fait, c'est une vision, y compris de l'Union européenne, qui est assez technosolutionniste, du coup, pour la décarbonation de l'aérien, en disant, OK, vous allez passer à des carburants d'aviation durable et vous nous dites que vous réussirez à vous décarboner. OK, on vous met des mandats d'incorporation pour que ce soit fait de manière cohérente et de manière progressive, en lien avec les objectifs climatiques qu'on se fixe, etc. Et en fait, cette politique assez technosolutionniste qui vise à accélérer la technologie, eh bien, ça va très sûrement amener à de la sobriété parce que la technologie ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs qu'annonce ou que vend le secteur aujourd'hui. Donc c'est assez difficile de savoir de quelle manière les contraintes vont se matérialiser. Est-ce que ce sera sur les prix? Est-ce que ce sera sur, du coup, les politiques vont se mettre à davantage planifier la sobriété? Est-ce que, très sûrement, le secteur, se rendant compte que ça va contraindre à la sobriété, ils vont faire du lobbying potentiellement pour essayer d'amoindrir les politiques. Donc, comment est-ce que ça va se goupiller? C'est assez difficile à dire, mais en tout cas, il y a quand même des vrais enjeux ici, des points de blocage, a priori, dans les années à venir, qui vont être assez importants sur ces questions-là. Je pense qu'on a balayé cette question de l'avion vert. Si ceux qui nous écoutent croient encore à l'avion vert, vous pouvez totalement arrêter. Il y a des problèmes sur toutes les solutions qu'on envisage aujourd'hui, et à ce stade, il n'y a pas de solution vraiment crédible. En tout cas, sur les échelles de temps dont on parle. D'ici 2050, il n'y a rien qui peut passer. Et on pourrait même dire que certains de ces carburants d'aviation durable, on sait assez peu à quel point ils permettent de réduire les effets hors CO2 du transport aérien. Juste pour les dire en deux mots, comme on en a parlé, c'est vrai, ça, il y a des traînées de condensation qu'on peut voir parfois dans le ciel, qui ont plutôt un effet réchauffant sur le climat. Et il y a aussi notamment des émissions de NOx, les oxydes d'azote, qui, elles, dans la haute atmosphère, vont entraîner d'autres transformations chimiques, qui, elles aussi, vont avoir plutôt un effet réchauffant sur le climat. En gros, ces effets hors CO2,
ils sont plus difficiles à étudier, ils sont bien souvent à plus court terme. Par exemple, les traînées de condensation, au bout de quelques heures, quelques jours, elles disparaissent. Mais en fait, tant que le trafic aérien est toujours aussi important et voire même en croissance, tant par exemple qu'on rajoute de plus en plus de traînées de condensation dans le ciel, dans l'atmosphère, eh bien cet effet hors CO2 continue à augmenter. Donc il y a des effets de ce type-là qui font que si on ne se limite pas qu'au seul effet du CO2, eh bien, il y a aussi d'autres impacts climatiques à prendre en compte dans cette transition, dans l'impact climatique du secteur. Et après, la question de la recherche aussi, de voir à quel point ces carburants d'aviation durable, l'hydrogène, etc., permettront de limiter ces effets hors CO2. Il y a encore aussi pas mal de choses à faire ou d'incertitudes sur le sujet. Et pour finir là-dessus, donc effectivement, les professionnels du secteur, ils parlent souvent de 2-3%, parce qu'ils prennent que le CO2 en compte. Mais si on prend ces effets hors CO2, est-ce que tu peux nous dire la part du secteur aérien dans le forçage radiatif, donc ce qui cause le réchauffement climatique ? Ouais, en gros, on peut monter à 5-6%. En gros, il y a une évaluation qui était à 5,9%. Si on comptait les émissions directes de CO2 du transport aérien, plus les émissions liées à la production des carburants, plus tous ces effets hors CO2 qu'il peut y avoir, donc traînées de condensation, oxyde d'azote, etc., qu'il peut y avoir et qui sont globalement bien documentés par le GIEC. Depuis, il y avait un rapport dès 1999 qui donnait des ordres de grandeur assez similaires à ceux qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, c'est des phénomènes qui peuvent être difficiles à comparer au CO2, notamment parce que ce n'est pas les mêmes échelles de temps, etc. Ce n'est pas tous les avions qui font des traînées de condensation. Donc, il peut y avoir plein d'excuses aussi de ce type-là du secteur pour se dire non, mais on ne va pas les prendre en compte parce que vous voyez bien à quel point c'est difficile, à quel point c'est pas valable pour tous les avions, etc. Mais voilà, si on veut regarder de manière globale, c'est important à prendre en compte. Et en complément vraiment de ces, disons, 2-6% selon le périmètre qu'on prend des émissions, de la contribution de l'aérien aux émissions de CO2 ou au changement climatique, faut bien voir que c'est concentré sur une petite partie de la population et que c'est vraiment ça aussi qui fait que ce secteur est pointé du doigt ou en fait un secteur pour lequel tout le monde ne profite pas du transport aérien. Les chiffres qui sont souvent cités, c'est que 80% de la population mondiale facilement n'a jamais pris l'avion et que au moins la moitié des émissions du transport aérien sont concentrées sur 1% de la population mondiale. Donc bien évidemment, quand on cherche quels sont les leviers les plus simples pour réussir à réduire les émissions, et malheureusement, il n'y a aucun des leviers ou aucun des secteurs sur lequel c'est hyper simple et où on a des solutions parfaites qui peuvent être mises en place à court terme. Et bien forcément, avoir une activité malgré tout aussi émettrice de plusieurs pourcents qui profite à une part de la population aussi faible pour des vacances, la partie la plus aisée de la population mondiale aussi, mais ça amène aussi à questionner la sobriété, surtout quand on n'a pas de technologie à court, moyen, voire même long terme à disposition pour vraiment continuer cette croissance. Effectivement, il ne faut pas se dire que 5-6%, c'est pas beaucoup quand on sait la part minime de la population mondiale que ça représente. Et aussi l'autre un peu cliché que moi je déconstruis régulièrement, c'est sur le fait qu'il y aurait beaucoup de voyages professionnels. Ça, effectivement, comme tu viens de le dire, la majorité quand même des voyages en avion, c'est pour le loisir. Et donc, surtout après le Covid, j'imagine qu'avec l'augmentation de la visio, etc., ça a dû baisser encore. Mais de mémoire, moi, dans les différents chiffres que j'ai pu voir passer, selon le périmètre qu'on prend, etc., on doit être entre 10 et 25-30% des voyages qui sont à titre professionnel. Après, c'est essentiellement loisirs, vacances, et puis après, visite aux amis, à la famille, etc., qui vient en deuxième en général. Ce qui est sûr, si on veut se mettre dans les clous de nos objectifs climatiques, en tout cas sur le transport aérien, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de moins prendre l'avion et de partir moins loin. Je pense qu'on a bien couvert à peu près le sujet avion. Et de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine prise de conscience en France, comme tu l'évoquais, même sur les personnes qui travaillent sur ces plans de décarbonation. Donc on va passer maintenant au train, puisque c'est quand même notre petit sujet favori. Donc aujourd'hui, le train est en plein boom, au moins médiatique, puisqu'on n'a jamais autant parlé de train dans la presse. Il paraît qu'il y a même des petits médias spécialisés qui se créent et qui font des millions de vues sur les réseaux. Enfin, c'est incroyable. Et cet intérêt, en fait, il se traduit même commercialement, puisque SNCF Voyageurs n'a jamais vendu autant de billets de train. Mais est-ce qu'il s'agit d'un boom du ferroviaire ou alors d'un boom des mobilités ? Eh bien, un peu des deux. En tout cas, si on prend une perspective un peu historique de l'évolution du train, c'est vrai qu'on n'a jamais fait autant de kilomètres qu'aujourd'hui en train en France.
Mais quand on regarde un petit peu en termes de temps de transport, notamment en train, on n'a pas forcément eu des usages qui ont énormément augmenté sur la longue distance. C'est-à-dire que par exemple, quand on est passé des trains intercités au TGV, pour beaucoup, on a été du coup sur des trains plus rapides du coup, et qui nous ont permis d'aller plus loin, donc de faire plus de kilomètres en effet, mais pas forcément avec des usages du train qui ont autant augmenté si on regarde ça par exemple en temps de transport, etc. C'est-à-dire que du coup, l'offre sur la longue distance s'est quand même beaucoup étoffée. Le développement du TGV, c'est quand même un gros succès en termes de trafic depuis pas mal d'années, pas mal de décennies. Mais le problème, c'est que la question qu'il faut se poser, en tout cas du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, d'un point de vue de la transition sur le climat, c'est à quel point ce plus de trains permet de faire moins d'avions, moins de voitures ou pas. Parce que si on fait plus de trains en même temps qu'on a plus de voitures et plus d'avions, bon, est-ce qu'on peut accorder des baisses d'émissions au fait d'avoir de plus en plus de trains? C'est quand même assez questionnant. Alors que l'objectif, si on veut que la participation du train à la transition énergétique soit vraiment maximale, c'est pas que finalement des personnes qui prennent un peu le train, par exemple, le prennent beaucoup plus. Quelque part, ça, si c'est déjà, si c'est dans ce sens-là, c'est pas forcément des baisses d'émissions, ou bien que voilà, des personnes qui le prenaient pas le prennent beaucoup plus, ça fait pas baisser les émissions. Après, c'est aussi, on pourra pas parler d'accès, voilà, aux mobilités longue distance, etc., de faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités aussi dans l'accès aux vacances, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue purement émissions, l'objectif, c'est surtout qu'il y ait du report depuis l'avion, depuis la voiture, de faire baisser l'usage de ces modes de transport-là si on veut réussir à faire baisser leurs émissions. Et ça amène à revoir dans une perspective un petit peu différente, en effet, à quel point certaines offres, à quel point certains développements ou certaines hausses de trafic permettent ou pas de réduire les émissions. Et c'est vrai que sur les toutes dernières années, je n'ai pas encore fait les analyses de ces toutes dernières années, l'évolution des émissions. Il y a eu le Covid qui a beaucoup bouleversé les choses, notamment sur l'aérien, donc c'est assez difficile de voir comment ça a évolué pour certains aspects sur les mobilités longue distance. Mais on voit que le trafic aérien est quand même reparti assez rapidement à la hausse suite au trou du Covid, que a priori pour les prochaines années c'est toujours des perspectives de croissance qu'il y a pour le secteur, que les politiques publiques n'engagent pas les politiques de sobriété qui seraient nécessaires sur ce secteur. On peut faire un parallèle aussi du côté de la voiture, avec toujours des projets d'infrastructures rapides, dont la 69 est la plus connue, mais il y a une cinquantaine de projets d'infrastructures ou de projets routiers d'accélération des mobilités routières dans le pays. Donc on est toujours sur une logique un peu où on investit dans l'ensemble des modes de transport. Et au moment où on investit sur le train, on dit on fait une politique de report modal, mais une vraie politique de report modal cohérente, c'est certes investir davantage dans le train, dans les mobilités bas carbone, mais aussi assumer de devoir faire baisser l'usage de la voiture ou encore de l'avion, et à ce moment-là avoir des politiques cohérentes sur les investissements, sur la fiscalité, sur la promotion, sur l'augmentation des offres qu'il peut y avoir sur ces modes, ou bien justement au contraire sur la régulation des trafics. C'est tout un tas de sujets aujourd'hui qui sont trop peu posés sous cet angle-là pour réussir vraiment à avoir un report modal très significatif vers le train. Il y a un certain manque de courage politique, en fait. Oui, c'est ça, un manque de courage politique, un manque de cohérence sur la transition de manière générale, sur le climat, où les décisions les plus difficiles d'un point de vue économique notamment, de réussir finalement à s'opposer à des secteurs puissants, des lobbies qui sont puissants parce qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux en termes d'emploi, industriels, etc. qui sont forts. Alors je veux pas dire par là que c'est des questions qui sont faciles et que ça se fait en un claquement de doigts, mais qu'en tout cas, entre guillemets, faire l'autruche et ne pas se poser ces questions-là et faire comme s'il n'y avait aucun problème, c'est pas ça qui va nous aider à faire cette transition et à trouver les solutions qui sont les plus acceptables possibles pour planifier cette sobriété de manière juste, à la fois pour
côté voyageurs, pour pas que finalement ceux qui prennent le plus l'avion aujourd'hui, qui sont les plus aisés, puissent toujours le prendre, mais que l'effort repose sur les moins aisés qui déjà le prennent le moins souvent et pour lesquels ce serait encore moins accessible. Et pareil sur le secteur, de voir comment on planifie la transition pour ce secteur, pour un secteur du coup qui serait fortement impacté par la transition, à la fois sur les enjeux technologiques, c'est des transformations pour eux, mais encore plus sur les enjeux de sobriété, comment faire ça de manière planifiée, acceptable, en planifiant les reconversions qui peuvent être nécessaires, etc. D'autant plus qu'on l'a vu avec le Covid, moins on prépare cette baisse progressive du trafic aérien, par exemple, moins on se prépare à justement une transition un peu plus douce, plus on risque de se retrouver sur une transition extrêmement brutale, que ce soit lié à une crise comme le Covid qui a cloué tous les avions au sol d'un coup et donc il y a des millions de personnes qui sont retrouvées sans emploi. Il peut y avoir un Covid numéro 2 ou alors d'autres crises même géopolitiques qui font que tout le secteur touristique ou une partie du secteur touristique se casse la gueule. Enfin, tout ça, c'est des enjeux de résilience importants, quoi. Surtout en France, on a une concentration des emplois sur l'aérien qui est assez forte, notamment dans la région Occitanie, autour de Toulouse, etc. Il y a quand même des grosses questions de résilience, de modèle économique, d'aménagement du territoire qui se posent autour de tout ça pour savoir comment on anticipe ces questions-là. Parce que, comme je disais, si juste il n'y a pas assez de ressources pour continuer sur la même trajectoire, il y a un moment, vaut mieux en effet, comme tu le disais, planifier plutôt que subir en tout cas. D'autant plus que j'avais lu un rapport des Shifters, c'était peut-être dans le plan de transformation de l'économie française auquel tu as participé, il me semble. J'ai pu échanger avec eux de temps en temps, après je n'ai pas été au cœur du rapport. Mais... D'après eux, il y avait plein de transferts de compétences vers ces secteurs qui doivent justement voir leur part baisser, vers d'autres secteurs comme, je sais pas... le vélo, le ferroviaire, etc. Enfin, je veux dire, un ingénieur qui travaille dans l'aéronautique aurait sûrement des compétences qui peuvent utiliser dans d'autres secteurs. Ouais. Alors, récemment, je suis tombé sur... parce que, évidemment, c'est bien gentil de parler de tout ça, il faut plus de trains, moins d'avions, etc. Sauf qu'évidemment, il y a pas mal de critiques qui sont faites à l'égard du train. Et notamment, il y en a une, moi, que je retiens pas mal parce que je trouve que parfois il y a une forme de déconnexion de la part de certains militants écolos, notamment des militants écolos citadins, qui vont être très critiques à l'égard de la voiture. Et je suis pas du tout en train de défendre la voiture thermique, c'est pas du tout l'idée, mais je pense que c'est super important de se rendre compte que la vie de quelqu'un qui vit dans une grande ville n'est pas du tout la même que quelqu'un qui vit dans une zone rurale. Et il y avait une publication que j'avais trouvée super intéressante que tu avais partagée, c'était celle dans laquelle tu comparais les mobilités entre les personnes qui vivent dans les communes densément peuplées et les communes rurales. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ce qu'on voit en tout cas sur ces pratiques de mobilité, dans la dernière enquête mobilité des personnes, c'était en 2019, donc avant Covid, mais depuis, il n'y a pas énormément de choses qui ont bougé, qui ont été complètement bouleversées dans les ordres de grandeur. Mais en gros, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de trajets vraiment courts dans les plus grandes villes, pour les habitants des grandes villes, des communes les plus denses, que dans les communes rurales. Donc ça, on peut un peu s'en douter. C'est parce qu'il y a une plus grande concentration d'emplois, d'activités, de commerce, de services, etc. Donc on peut vivre plus en proximité. Alors que dans les communes rurales, les déplacements longs du quotidien vont être plus importants. Donc de l'ordre de 2 fois plus important pour les déplacements de 20 à 100 km par rapport aux habitants des communes denses, alors que c'est l'inverse pour les trajets par exemple de moins d'1 kilomètre, il y en a 2 fois plus pour les habitants des communes denses que pour les habitants des communes rurales. Et puis par contre, si on regarde notamment ce dont on parle aujourd'hui de mobilité à longue distance, cette fois-ci, ça va être les urbains qui en moyenne vont avoir plus de déplacements à longue distance. En l'occurrence, c'est de l'ordre de 70% de trajets à plus de 500 km du domicile pour les habitants des communes denses que les habitants des communes rurales. Et après, si on regarde un petit peu dans les modes de transport qui sont utilisés, c'est la dépendance à la voiture, mais comme on le sait, elle est bien plus forte dans les communes rurales que dans les communes denses où l'usage des transports en commun peut être bien plus utilisé à la fois sur la courte distance parce qu'à l'intérieur des villes, il y a des transports en commun, soit routiers avec des bus ou avec des cars sur des distances un peu plus longues, ou bien avec le ferroviaire pris de manière très large si on va du tramway au métro, au RER,
en allant ensuite jusqu'au train de moyenne ou de longue distance avec les TER, l'Intercité, les TGV qui eux aussi donc, du coup vont être plus utilisés par les habitants des communes denses qui en général sont situées plus proches de gares, qui ont plus de facilité, y compris sur la longue distance, à ne pas utiliser la voiture. Et si un des chiffres notamment qu'on peut voir dans cette publication, dans cette analyse, c'est que par exemple sur les trajets de 10 à 100 km pour les habitants des communes rurales, on a une part du train qui est uniquement de 1,2% de l'ensemble de ces trajets-là. Donc, moi, une des choses que je vais aussi retenir par rapport à ça et par rapport à la place du train dans la transition, notamment pour les communes rurales, c'est que le train, le ferroviaire, là où il est le plus efficace, c'est pour transporter beaucoup de monde quand il y a des flux de déplacement qui sont importants. Les trains, en général, ils ont une capacité de plusieurs centaines de personnes, donc ça dépend du type de train, bien évidemment. Mais du coup, là où ils vont être le plus efficaces d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, etc., ça va être à l'intérieur des grandes villes, entre les grandes villes, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, mais leur efficacité sera un petit peu plus difficile, ou voilà, en tout cas, il y aura besoin de plus de subventions, ce sont des questions d'aménagement du territoire, etc., qui font qu'il faut aussi soutenir le train dans ces zones-là. Mais quand vraiment on est dans des zones rurales où les flux sont très faibles, eh bien là, ça peut être juste pas pertinent, inefficace de mettre du train à cet endroit-là, ou en tout cas, il faut tout un tas d'autres alternatives plus pertinentes potentiellement que le train en complément dans ces zones rurales. Parce que si c'est seulement 1,2% des trajets de 10 à 100 km qui sont faits par le train aujourd'hui, même si on s'imagine, soyons fous, on multiplie par 4 cette part et ça passe à 5% en 2050, génial, il y a quand même 95 autres pourcents dont il faut s'occuper avec d'autres types d'alternatives, alors soit des transports en commun moins massifiés comme les bus ou les cars, ou bien avec du covoiturage, donc de l'usage de la voiture mais plus partagé, ou bien avec des véhicules beaucoup plus légers, plus sobres. On peut parler de véhicules un peu intermédiaires entre le vélo et la voiture, de 1 ou 2 places, moins de 500 kg, etc., avec éventuellement du pédalage à l'intérieur du véhicule pour les véhicules les plus légers, avec une assistance électrique, etc. Bref, il y a tout un tas d'innovations aussi là-dessus. Mais en tout cas, le message, c'est que la dépendance à la voiture est tellement forte dans des zones rurales et les flux tellement faibles à énormément d'endroits que ça ne va pas être le train qui répondra à tout, bien sûr, dans ces zones-là. Donc, il faut réussir dans le développement futur du train à voir quelle est la zone de pertinence prioritaire sur laquelle développer le ferroviaire, avec des questions d'aménagement du territoire qui sont vraiment à prendre en compte pour que le train puisse faciliter un aménagement du territoire où les plus longues distances sont faites justement avec ce mode de transport qui est particulièrement efficace pour ce genre de déplacement, et en complément avoir tout un tas d'autres mobilités aussi quand c'est plus le train qui est le plus pertinent dans la transition. C'est vrai qu'on a souvent cette phrase qui ressort, ouais mais forcément on a supprimé les petites lignes, etc. Ouais. Et en fait toi ce que tu es en train de dire c'est que bon, certes s'il y avait du financement public on pourrait se dire qu'on assume ces petites lignes qui sont pas rentables et c'est juste un service public qu'on assure, mais ce ne serait pas forcément le plus efficace à la fois au niveau du remplissage des trains, mais aussi au niveau peut-être écologique, carrément même. Oui, quand c'est pour les petites lignes, il y en a beaucoup qui sont au diesel, parce qu'en gros, on a électrifié les lignes les plus utilisées. C'est là aussi où l'électrification est la plus efficace d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, parce que ça coûte quand même pas mal de pouvoir électrifier des lignes. Après, moi, ce n'est pas une invitation à fermer toutes les petites lignes, non. Notamment parce qu'il y a des questions d'aménagement du territoire très fortes, des questions très fortes là-dessus, parce que ces petites lignes, elles peuvent servir au quotidien. Il faut voir s'il y a des flux suffisants, mais comme je disais, c'est aussi sur la longue distance de pouvoir faire en sorte qu'un peu la colonne vertébrale de ces mobilités longue distance, qu'on ait un réseau suffisamment dense, suffisamment maillé sur le territoire pour qu'il n'y ait pas des pans entiers du territoire qui sont complètement inaccessibles en train et du coup que ça rende beaucoup plus difficile sur la longue distance de faire autrement que en voiture ou qui est largement utilisé aujourd'hui pour les mobilités à longue distance. Mais c'est en tout cas d'oser frontalement se poser ces questions là-dessus, de voir à quel point il y a du potentiel sur telle ou telle ligne et puis à quel moment, en tout cas, le risque, c'est que si pour les mobilités rurales, on ne parle que de train, ce n'est pas un service à rendre, à mon avis, aux habitants des communes rurales que de ne pas parler du coup de toutes les autres alternatives
qui, pour pas mal de personnes qui vivent en zone rurale, juste ils n'ont pas de ligne de train à côté de chez eux, ou bien qu'ils ne vont pas sur leurs destinations les plus courantes, et donc il faut aussi planifier et mettre en œuvre tout un tas d'autres évolutions aussi pour ces zones-là. Si je devais résumer un peu en une phrase, le train sera un acteur majeur de la décarbonation de nos mobilités, mais il ne faut pas non plus penser que c'est la seule solution. Et en fait, on va avoir besoin de ce que tu appelles l'intermodalité et se dire que, effectivement, on va avoir des lignes de train où il y a beaucoup de flux, beaucoup de voyageurs, et après se poser sérieusement la question du dernier kilomètre, où là, pour le coup, les flux sont beaucoup moins denses et justement... quand même envisager des véhicules individuels, mais qui vont être plus légers, mieux partagés. C'est ça. Et puis oui, c'est ça, c'est à la fois sur l'intermodalité, donc c'est quand on utilise plusieurs modes à l'intérieur d'un même trajet, et puis multimodalité, c'est quand selon les trajets, on utilise le train pour les déplacements les plus longs ou les plus pertinents là-dessus, ou à d'autres moments le vélo, la marche, le covoiturage, un véhicule léger, etc. Qu'il va falloir aussi mettre en place parce qu'il y a des zones de pertinence des différents modes qui sont différentes. Et donc c'est invité aussi à voir comment on fait cette répartition entre les différents types de leviers qu'on a dans cette transition, les différents types aussi de modes de transport qu'on a à disposition. Après, pour donner un petit ordre de grandeur, sur un certain nombre de scénarios de prospective qui regardent d'ici 2050 quelle peut être la part du train. En gros, aujourd'hui, si on raisonne en kilomètres parcourus, la part du train en France est de l'ordre de 10% des kilomètres parcourus. Et dans pas mal de scénarios de prospective, ce qui est prévu à l'horizon 2050, c'est que pour les voyageurs, on passe de 10% à environ 20%. Et là où les questions les plus fortes se posent, à mon avis, et je pense que c'est vraiment un élément très structurant à avoir en tête pour tout un tas de politiques, de report modal, de développement du train, etc., c'est la capacité du réseau à supporter des flux des trafics qui seraient potentiellement 2 fois plus élevés. En gros, si on veut multiplier par 2 la part du train, après c'est là où c'est intéressant, on peut aussi se poser la question de l'évolution de la demande totale, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'on fait au total. Mais si ce nombre de kilomètres au total, tout mode confondu, il reste stable, pour multiplier par 2 la part du train, il faut multiplier par 2 les kilomètres parcourus en train. Si je prends l'exemple presque le plus caricatural ou peut-être le plus parlant de la ligne de TGV Paris-Lyon un vendredi soir de départ en vacances, bien évidemment, il n'y a plus de place à ce moment-là pour mettre plus de trains ou plus de personnes à l'intérieur de chaque train, alors qu'il y a d'autres endroits du réseau, d'autres moments, d'autres périodes pour lesquelles il y a beaucoup plus de place pour mettre du trafic supplémentaire. C'est aussi, selon moi, un des intérêts des trains de nuit, c'est que globalement, ils vont utiliser de la capacité du réseau à un moment où elle est quand même vachement moins utilisée, parce qu'il y a beaucoup moins, de manière générale, il n'y a pas trop de trains de voyageurs la nuit, à part justement ces fameux trains de nuit. Il y a aussi des trains de fret, et souvent, il peut y avoir des travaux aussi la nuit. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on utilise quand même bien souvent la capacité du réseau à un moment où il y a plus de place, et c'est aussi un des intérêts des trains de nuit. Ça peut être un intérêt aussi de réinventer aussi, comme vous le faites, les imaginaires de voyage dans des régions qui sont aujourd'hui moins touristiques, des lignes qui sont moins fréquentées et pour lesquelles on a la place de mettre plus de trains, de mettre plus de voyageurs par train, parce que bien souvent ce sont des trains qui sont peu remplis quand c'est vraiment des petites lignes. La Croisière de New Bali. Exactement. Là, on a de la place à cet endroit-là pour mettre du trafic ferroviaire supplémentaire, parce que à la fois sur certaines lignes et en particulier au moment de pic de demande, de pic de fréquentation, mais aussi dans certaines gares, il peut y avoir aussi des effets de congestion, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez structurant, en tout cas pour voir à quel point à l'avenir le train peut prendre plus de place. Donc j'évoquais passer de 10 à 20%, c'est quelque chose qui est évoqué dans pas mal de scénarios de prospective, mais c'est des changements majeurs par rapport à aujourd'hui, quoi. C'est pas le tendanciel qui nous amène à ça très clairement. Donc ça veut dire, c'est vraiment une vision très volontariste du développement du ferroviaire à l'avenir. Même dans ce scénario-là, le train, il ne fait pas non plus 90%. Donc c'est pour ça que j'évoque aussi tous les autres leviers qu'il faut solliciter. Mais c'est quand même quelque chose de significatif comme développement sur la longue distance, notamment,
il y a aussi au quotidien, mais notamment sur la longue distance, réussir à limiter la part de l'avion, limiter la part de la voiture. Et puis, si on fait le parallèle aussi avec le transport de marchandises, on est aussi à peu près à 10% des trafics de marchandises intérieurs à la France aujourd'hui qui sont en train. Et dans certains scénarios aussi, on monte à 20, 25, voire 30% dans vraiment les scénarios les plus volontaristes sur le sujet. Mais il y a aussi du potentiel de ce point de vue-là. Il y a un sujet même carrément sociétal, en fait, au-delà, qui dépasse la mobilité, c'est la question des vacances, par exemple. Exactement. Le fait que les réservations soient toujours du samedi au samedi. Bon, alors nous, on a le système de zone. Je ne sais pas si c'est... pour le coup, je pense qu'on fait partie un peu des rares pays qui font ça, mais le fait d'avoir tout le temps nos vacances au même moment. Donc là, il y a effectivement des vraies questions à se poser, même si... les pratiques de travail se sont un peu libéralisées, on va dire, avec le télétravail, la freelancisation des métiers, etc. Mais c'est vrai que nous, ça fait partie des sujets notamment qu'on aimerait beaucoup travailler avec des hébergeurs. C'est comment tu encourages les hébergeurs à proposer des réservations du mardi au mardi, par exemple. Parce que pour le coup, les voyageurs, bon, certes, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau... de tes jours de congé, etc. Des vacances, mais par contre, au niveau tarif, au niveau du transport, je veux dire, il y a un gros avantage. Exactement, ouais, c'est des vraies questions sur la temporalité de à quel moment on part en vacances, on en revient, à quel moment on prend le train. Si on veut, c'est un peu le même phénomène qu'on peut avoir aussi comme enjeu sur les transports du quotidien, entre guillemets, d'étaler les pointes, c'est-à-dire de ne pas faire en sorte que tout le monde parte au même moment, le même jour, aux mêmes heures, etc., mais de faire en sorte que ça s'étale plus le long de la semaine ou que les vacances s'étalent plus au cours de l'année, les départs en vacances, retours en vacances, si on veut que plus de personnes puissent prendre le train sans qu'on soit à chaque fois dans des périodes où les pics de demande sont tels aussi que ça fait énormément monter les prix. Donc les deux vont vraiment ensemble, quoi. En fait, quand on a des prix qui montent énormément sur certaines destinations, c'est parce que la saturation, la congestion à ce moment-là est maximale. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc la manière de la SNCF et de son système de lean management, comme on appelle ça, pour gérer l'évolution des prix, des réservations, etc., c'est de justement décourager quelque part à partir sur ces périodes-là via des prix qui augmentent beaucoup quand la demande est largement au-dessus de l'offre. Bon, écoute, il y aurait encore des tonnes de choses à dire sur le sujet parce que c'est tellement riche et c'est un vrai défi auquel on fait face. Mais bon, tu as déjà répondu à beaucoup de questions. Merci beaucoup d'être... Merci pour l'invitation. Non, mais honnêtement, c'était super intéressant. On sera ravis de t'accueillir à nouveau pour traiter de sujets un peu plus précisément sur les mobilités. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail ? Alors, il y a une page sur le site de la chaire Énergie et Prospérité. Je suis associé à cette chaire sur laquelle je compile à la fois ma thèse, donc en tapant les transports face aux défis de la transition énergétique. En général, on tombe sur cette page du site de la chaire Énergie et Prospérité sur laquelle il y a à la fois donc, la thèse que j'ai essayé de rendre accessible aussi. Il y a des petits résumés, etc. Bon, ça peut être un peu prenant quand même de rentrer là-dedans, mais il y a aussi beaucoup d'articles plus grand public, ou bien il y a aussi le lien sinon d'un livre qui s'appelle Voiture Fake or Not, qui regarde les enjeux de transition des mobilités pris sous l'angle de la voiture, qui est à la fois le mode de transport le plus utilisé et aussi celui qui amène beaucoup de débats. Donc là, l'idée, c'est aussi de manière assez illustrée, assez vulgarisée, aussi de parler de tous ces enjeux de transition des mobilités. Après, j'essaie aussi de publier de temps en temps sur LinkedIn, notamment un peu l'avancée de différents travaux, différents graphiques, statistiques et autres qui un petit peu parlantes sur ces sujets-là. Je te suis sur LinkedIn et effectivement, je trouve que c'est très bien pour ceux qui veulent s'intéresser au sujet mais qui ne peuvent pas forcément lire des thèses ou des grands articles, parce que souvent tu résumes assez bien les choses et c'est assez bien vulgarisé. Donc effectivement, si ça vous intéresse, je m'adresse là aux auditeurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre Aurélien, donc Aurélien Bigot, B-I-G-O, sur LinkedIn. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. T'es pas encore sur Instagram et TikTok? Il va falloir s'y mettre. Non. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Merci Aurélien pour toutes ces infos super intéressantes. Et puis, je vous dis à tous à bientôt dans un train. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train.
Assurez-vous de n'avoir rien oublié, de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.